Cube Radio. Alors aujourd'hui, on reçoit un gars qui a des grosses lunettes et un gars qui porte un foulard. C'est drôle, toi, comme tu résumes les gens à leurs accessoires, mais c'est vrai qu'on reçoit le designer de mode Denis Gagnon et le comédien, metteur en scène, auteur. Écoute, il n'y a rien qui n'a pas fait Denis Bouchard. Il a tout le temps un foulard, Denis Bouchard. Nous, on reçoit les gens seulement par bloc de prénoms. Tu sais, on a reçu Mario Pelcha, Mario Tessier. Là, c'est Denis Gagnon, Denis Bouchard. La prochaine fois, ça va être quoi? Je sais pas, Marcel, deux Marcel. Richard Martineau. Non, mais il n'y a personne. Il n'y a plus personne qui s'appelle Richard aujourd'hui. Écoute, j'ai une question pour toi. Quand on reçoit à manger quelqu'un qui est chef, on est super gêné de ce qu'on lui sert. Mais moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est dans le domaine de la mode, je me sens super gênée parce que je ne sais pas comment m'habiller. Je me suis changée 4 fois avant d'arriver ici parce que j'ai l'impression que Denis, il va me juger si je m'habille tout croche. Mais tu sais que, je sais pas si je dois dire ça, mais dans une autre vie. Ah, j'aime pas ça quand tu parles de ton autre vie. Tu vas nous parler de ta blonde là, qui était dans le domaine de la mode. Je sortais avec une fille qui était dans le domaine de la mode. On est tanné d'en entendre parler de ça. Et je rencontrais souvent des designers et c'est des gens qui sont habillés souvent jeans, t-shirt. Ben écoute, moi souvent, mais vraiment là, c'est des gens qui eux sont très très pleins là, au point de vue look là. On aime la mode. D'ailleurs, on vient de voir il y a 2 jours un documentaire sur Dior. Oui, c'est absolument et passionnant. On a vu un documentaire l'autre jour sur Saint-Laurent. Saint-Laurent. Et voyons l'autre, là. Le Français qui a merchandisé toutes ses affaires. Pierre Cardin. Donc, ben oui. ça Tiens, un petit verre de blanc, mon bel amour. On aime la mode. Et Denis Bouchard, un personnage incontournable. Et lui, il doit avoir plein d'anecdotes à raconter sur tout. OK. Moi, là, je suis absolument fascinée parce que avant de recevoir les invités, je lis évidemment sur eux. Là, je vais voir sur la fiche biographique de Denis Bouchard sur le bureau de son agent. Tu sais, son agent, il met comme une espèce de biographie. Écoute, ça faisait 8 pages. Tu mets mise en scène Denis Bouchard, t'en as comme 42 000 après. Quoi, il a 75 ans, ce gars-là? Ben non, 67 ans, il est tout jeune. Mais depuis qu'il est sorti de l'école de théâtre, il travaille tout le temps. Puis en plus, c'est absolument fascinant parce que c'est quelqu'un qui travaille comme comédien au cinéma, à la télé, au théâtre, qui fait des mises en scène de spectacles d'humour, de spectacles de musique, de pièces de théâtre. Et qui écrit des pièces de théâtre, et qui écrit des livres, et qui fait tout. Et quand tu as une carrière aussi longue que ça, dans pleine affaire, c'est certain que tu n'as pas rien que des réussites, tu n'as pas rien que des succès, tu as aussi des échecs. Donc, il faut que tu te ramasses, puis tu recommences. C'est ça, j'ai hâte de voir les gros flops qu'il a fait, puis s'il en a fait, là. Oui. Comment il a pensé à travers. Écoute, c'est particulier aussi parce que ce soir, on reçoit 2 personnes qui sont dans des domaines qui ont été extrêmement fragilisés, puis c'est un euphémisme, par la pandémie. Tu sais, déjà, le domaine de la mode au Québec, c'est très difficile de gagner sa vie avec ça. Et, tu sais, gagner ta vie avec les arts vivants, la montée sur scène, c'est pas évident. Mais là, avec la pandémie, c'est vraiment, c'est catastrophique, là. Donc, moi, je suis curieuse de savoir, ne serait-ce que comment ils survivent, comment ils vivent, là. Quand tu peux pas monter sur scène, quand tu peux pas vendre tes vêtements, tu vis de quoi? Tu vis comment? Bonjour. Monsieur Gagnon, votre masque est magnifique. Oui, c'est une belle couleur. Hein. Bonjour, Monsieur Bouchard. Comment ça va? Ce qui est bien avec toi, Denis Gagnon, c'est qu'on sait tout de suite c'est toi, même si tu as un masque. À cause de tes lunettes. Mes lunettes ne trompent pas. Mes lunettes sont toujours... c'est ma marque. Et toi, Denis, oui, tu as un foulard autour du cou, parce que Richard a dit, Denis... Gagnon va arriver avec ses lunettes et Denis Bouchard va arriver avec un foulard. Ah oui? C'est vrai, ça que t'as tout le temps un foulard autour du cou? C'est vrai? Ah bon? Ben, j'ai toujours froid au cou. C'est curieux, hein? Ben ouais. Fouille-moi pourquoi. T'es comme Céline, faut que tu protèges ta gorge, que tu protèges ta voix. Froid au cou. Ben écoutez, venez vous asseoir, les amis, puis on va se jaser ça. Denis Gagnon, oui, au mois de mars, tu devais venir manger chez nous. On devait faire un devine qui vient souper. Oui. Et le jour même où tu devais venir manger,
déclarer l'état d'urgence. François Legault dit on met le Québec sur pause. Là, on se retrouve 9 mois plus tard. Comment vas-tu? Ben écoute, j'étais tellement content que vous alliez lier à l'époque. Là, moi, je voulais pas venir. Je me disais, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Tu sais, c'était vraiment la journée la plus déprimante. Là, tu sentais là qu'on était là au war, là, la pandémie, on n'avait jamais vraiment entendu parler de cette façon. Absolument. Et puis là, vraiment, on était dans un impasse. Là, on voyait bien que le gouvernement, comment qu'il allait faire ça. On savait pas comment qu'il allait le faire, justement. Et moi, quand j'ai su que vous m'avez annulé, j'étais heureux toute ma vie. J'ai fait Mais c'est très drôle parce que là aujourd'hui, on est le 15 décembre. Et il vient de annoncer d'autres choses. Hein. De toute façon, moi, chez moi, il peut fermer. Que ce soit qu'il ferme ou pas, c'était fermé déjà. Dans le sens que la boutique, il n'y a personne. Fait que ça dérange rien. Comme moi qui ferme pas, pour moi, mon commerce, ça me dérange pas. Ben, toi, c'était beaucoup des touristes. Moi, il n'y a personne dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment, il n'y a personne. C'est mort. Mais moi, alors, comment tu fais pour vivre? Une personne qui rentre par semaine. Je vis sur mes économies. J'avais 6 employés, j'ai tout mis à la porte, il m'en reste 1. Mais toi, je sais que tes charges, quand on a un local comme le tien, c'est énorme sûr que tous les mois. j'ai négocié avec la propriétaire. Là, je suis en train de renégocier aussi parce que on peut pas payer. Là, tu sais, je veux dire, moi, je leur ai dit, ma boutique après être sur la planète Mars, c'est la même affaire. Tu comprends? Il y a rien. Il y a rien. Un client moi, par semaine. Il y a plein de commerces, tout est fermé autour. Moi, je suis dans un hôtel, elle est fermée. En face de moi, l'hôtel, elle est fermée. Tout ce qui était restaurant et bar, il en reste. Et c'est tout du take-out. Ouais. Tu comprends? Et le soir, les bars, restaurants, c'est tout fermé. Tout, moi, est fermé. 95% de la clientèle que j'avais l'été, c'était le tourisme. Il a pas été là. Ben, en fait, les Torontois, cet été, on a eu des Torontois. Un petit peu. Donc, t'as pas besoin de faire une nouvelle. Puis après ça, puis moi, je vis du tapis rouge puis du végétariat. Oublie ça. Il n'y a plus un seul gala, il n'y a plus rien. J'ai eu de la chance, j'avais des amis qui m'ont donné des contrats comme ça, de pub, des choses comme ça, habiller Marie mettant l'affaire, bon, on va rendre l'argent, etc. Mais c'est juste ça qui me dépanne. Et mes économies. Mais là, tu vas te ruiner, Denis? Ben, je vais pas me ruiner parce que j'ai pas Peter Simons, là. Oui. Quand ça a fermé, lui, moi, Peter, il m'a dit, c'était vraiment difficile. Peter. Tu sais, je disais, quand il dit, là, quand il est chez lui, là, puis il dit à Brita, je pense qu'on va faire un potager chez moi ici, là. Tu sais, il était rendu qu'il pensait tellement que ça descendait, là, qu'il allait faire un potager dans sa cour. Tu comprends? Quand tu penses ça, c'est que, wow, t'es une pente descendante, là. Tu sais. Et Denis Bouchard, toi, t'as des tournages télé ou... Non, j'en ai eu un petit peu cet été. J'en ai eu un la semaine dernière, oui. C'est vrai, la semaine dernière, j'ai rendu participer à un hommage à Guy Nadon là, pour prière de ne pas envoyer de fleurs. Fait que j'ai fait ça. Mais toi, ça a été un trou énorme aussi quand même, parce que tu étais parti pour faire une tournée avec une de tes pièces. Une année complète de supplémentaire pour ma pièce. Et ça, c'est en mars, avril, mai. Tout ça a été reporté en septembre, octobre, novembre et maintenant reporté l'année prochaine. Donc, ça, la pièce a été traduite en français de France, donc je devais aller... Ta pièce, Le Dernier Sacrement. Oui, Le Dernier Sacrement a été traduite en français de France, donc j'avais choisi mes acteurs, je devais aller travailler avec eux autres de l'autre côté. Elle était en train de se faire traduire en anglais, donc j'étais supposé aller à Vancouver travailler là-dessus. Tout ça, on m'a approché pour en faire un film. Bon, tout ça a été reporté sine die, là, on ne sait pas. Là. Nous, on commence à penser, honnêtement, j'en ai des shows en 21, là, mais on va attendre, mais normalement, je devrais recommencer le 24 janvier, mais ça a de l'eau dans le gaz. Sérieusement, on pense plus 22-23. T'es sérieux? Ouais, 22-23? Ouais. Mais c'est terrible. Comment tu fais pour... toi, t'as quand même toute ta carrière derrière toi, mais imagine quelqu'un qui est un jeune comédien qui a 20 ans et sa carrière commence en 2020. Non. Il s'en va faire autre chose, il va vendre des chaussures. Il y avait un film, puis 2 séries, là, puis tu sais, que sa femme est enceinte, puis s'est acheté une grosse maison à Boucherville, là. Good luck, les gars de la shop. ça fait mal. Oui. Ça c'est dur. Mal. Écoute, Les Derniers Sacrements, pour ceux qui ne savent pas, Le Dernier Sacrement, c'est l'histoire d'un gars qui est à l'agonie, il est à la fin de sa vie. Au point aux soins palliatifs, ouais. Et il aimerait ça avoir la foi parce que ça le calmerait, ça l'apaiserait. Ben, c'est quelqu'un qui doute. C'est parti d'une phrase que j'ai lue qui disait que les gens qui avaient la foi mourraient plus en paix que les autres. Phrase qui n'est pas vraie, ceci dit.
Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, merde, c'est mal parti pour moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? T'sais. Fait que j'ai fait des recherches. Parce que toi, t'avais pas la foi pantoute. Non, pas vraiment. Est-ce que tu l'as plus maintenant? Non, pas vraiment. Ben, c'est-à-dire que c'est pas... tu sais, si Dieu existe, j'ai plus l'impression que c'est un état qu'un être. Tu sais, si tenté. Tu sais, c'est plus... Ça ressemble plus à la nature qu'à un Père Noël. Là. Bref, ça m'a amené aux soins palliatifs. Puis, ce que j'ai vu là m'a jeté à terre parce que les gens qui ont fait la paix avec leur propre mort et leur propre vie, c'est ces gens-là qui partent en paix. Ça n'a rien à voir avec la foi. Les gens très croyants qui partent très mal dans la colère et inversement. Absolument. Et ces gens-là qui sont en paix ont beaucoup, beaucoup d'humour. Il y a une femme qui m'a dit à un moment donné, merci pour les chocolats, mais je pourrais pas toutes les manger parce que sinon je rentrerai pas dans mon urne. Je la trouve excellente. C'est beau. Ouais, Fait que j'ai ramassé toutes ces phrases-là, puis j'ai écrit cette pièce-là sur un homme qui a pas la foi, mais qui aimerait ça. Il doute, tu sais. Et il va parler avec son infirmière qui, elle, est croyante. Et c'est la rencontre de ces deux personnages. Mais quelle idée, quel flash extraordinaire. Ouais, ça, c'est 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 génial. tout le temps des recherches comme ça avant d'écrire? Toi, t'as des carnets. T'écris dans des petits carnets. Oui, j'écris beaucoup. J'écris la nuit. J'écris toujours des phrases à gauche, pas à droite. Celle-là, ça fait des années que je pense à ça. Parce que j'ai fait le tour du monde pour essayer de comprendre en quoi les gens croient. C'est quoi les différentes religions. Tu sais, j'étais partout où il y a j'ai été beaucoup dans des pays bouddhistes, par exemple. Ouais. Puis j'ai vu des choses absolument ridicules là comme ailleurs. Il y a pas toutes les religions, c'est des inventions humaines. Ça n'a rien à voir avec les dieux. Les prophètes, j'adore les prophètes. Mais les religions sont des codes que les humains ont inventés pour encadrer comment on doit croire dans le prophète en question. Qu'est-ce que tu as vu de ridicule chez les bouddhistes? Tu dis? Écoute, c'est ridicule. C'est probablement que c'est ce qui te reste quand t'as pas accès à des médicaments, là. Mais j'ai vu des femmes. Non, mais c'est ça, la foi. Non, mais la foi. Je trouve que c'est une tellement bonne définition. Ouais, la foi, c'est ça. Tu sais, je sais pas qui disait que c'était l'opium du peuple. Je me souviens plus si c'est Marx ou Freud. C'est Marx. C'est Marx, oui. Alors, j'ai vu des femmes marcher pendant 20 kilomètres avec leur enfant malade pour qu'ils passent entre les jambes d'un lama, là, pas l'animal, mais Serge? le prêtre. Ah, OK. Le prêtre, là. Ouais. Et marcher en dessous des jambes avec une chandelle, et comme ça, il serait guéri. Bon. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est tout ce qui te reste quand t'as pas accès à des... Oui, mais t'es courageux d'utiliser le mot ridicule parce qu'aujourd'hui... Non, t'as raison, c'est pas un bon mot. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pourraient être offensés, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste que c'est peut-être un côté qui, toi, t'es incompréhensible. Oui, exactement. Et dont je doute infiniment de... L'efficacité, disons. Mais c'est pas ridicule. T'as entièrement raison. C'est pas, je veux pas porter de jugement par rapport à ça, mais des fois, c'est tentant. Denis Gagnon, tes vêtements sont vendus en France ou à l'étranger? Ou... Non. Tu es un designer local. Moi, je suis local, oui. Mais c'est quand même incroyable. Mais il paraît que c'est très à la mode ces temps-ci. C'est ça. Mais c'est quand même incroyable parce qu'il y a plusieurs années de ça, tu avais été le premier designer québécois à avoir le droit à sa propre exposition au Musée des Beaux-Arts. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, avant Thierry Mugler. Entre Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler. Ben quand écoute, même. ça se prend bien quand même. C'était très beau, oui. J'étais très fier de cette période. Est-ce que tu as travaillé pour essayer de percer en France? Est-ce que Ben écoute, oui, il y a beaucoup de monde qui ont essayé ici avant moi, hein, puis j'ai bien vu que ça marchait pas. Alors moi, j'ai dit, moi je vais prendre mes clics, mes claques, je vais le faire. J'avais pas envie d'habiter dans un garde-robe non plus, hein. Ben là-bas, quand tu t'en vas avec ta valise, puis tu vends ta guenille, hein, tu comprends, je pense. Faut que tu montes ton talent. Tu comprends? Parce que nous, on vend du 3D, là. Moi, je vends pas des romans puis des histoires comme ça. Alors, faut projeter une image, etc. Tu comprends? Non. Moi, nous, on a vendu à New York. Tu sais, j'étais représenté par un salon là-bas, etc., qui était sur la 45e. Je me souviens, juste stationner, ça nous coûtait 75 $ de l'heure, à cette époque-là, tu sais. Ouais. Parce qu'on était vraiment là, tu sais, puis là, il fallait monter au 30e étage. Je sais pas, le studio était là, tu sais, le showroom qu'il y avait. Mais tu sais, on a essayé, mais tu sais, il y a eu des erreurs. Après ça, tu sais, et là, tu trouves un partenaire qui, lui, va aller parler pour toi, qui va te représenter. Puis là, finalement, il trouve d'autres choses, il te quitte. Tu sais, c'est complexe. Ouais. Puis essayer ça, tu sais, il n'y a pas grand monde qui ont réussi ici.
Un partenaire, à chaque fois que quelqu'un parle il s'est mis en business avec un partner, c'est tout le temps fait fourrer. Ça finit tout le temps mal. Ça marche jamais. De façon générale, oui. De façon générale. Ouais. Mais de façon générale, même sans vendre ni en France ni aux États-Unis, même juste vendre au Québec, c'est difficile parce que les Québécois sont pas amoureux de leurs designers. Ils sont... D'accord. Ouais. C'est pas qu'ils sont pas amoureux, ils sont peut-être pas aussi. Ça change un peu, mais je sais pas. Je sais pas en fait c'est quoi. J'ai aucune idée. Non, mais ceux qui ont beaucoup d'argent, mettons, là, pour acheter là, du haute couture, je sais pas pourquoi, ils achètent des grosses marques françaises. Ou italiennes, puis, ou ceux qui n'ont pas d'argent, mais ils achètent du prêt-à-porter. Tu sais, fait que toi, ceux qui sont dans le milieu. Regarde, là, Richard, moi, j'étais à côté dans le vieux, puis il y a une boutique qui s'est ouverte qui s'appelle Essence. Oui. Je sais pas si vous connaissez. Mais oui. Eux, ils vendent, ils ont un site web, ils vendent à travers le monde. Là, ils ont fait l'année passée 500 millions de chiffre d'affaires. 500 millions de chiffre d'affaires l'année passée. Tu comprends? Et parce qu'ils vendent toutes les grandes marques. Toutes les grandes marques. Ils sont situés à côté de moi. Alors moi, je vois tous ces petits jeunes-là qui y vont là chez Essence parce que ça marche par rendez-vous. Ah, Ça marche ouais. par rendez-vous. Oui. Alors, tu vois tes choses sur Internet. Oh, super beau, celui les Prada. T'appelles, il les amène au studio et tu as une salle d'essayage et tu essaies ce que tu as vu, ce que tu as commandé. Tu comprends? Non, Il a il faut choisi. avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Mais tous ces gens-là, ils veulent des marques. Ils veulent des marques. Moi, je suis pas une marque. Je suis pas un nom. Je m'appelle pas Prada. Je suis pas Gucci. Je suis pas Off-White. Je suis pas une marque. Tu comprends? Oui, mais des marques. peut-être que tes vêtements sont aussi intéressants. Va chez Ogilvy en ce moment. Oui. Autre une fois, Ogilvy, t'es-tu allé dernièrement? Non. Moi, je suis allé. J'étais wow. Écoute, les samedis, là, t'as à peu près 15 personnes qui attendent chez Louis Vuitton en ligne tout le temps. On est en pandémie, là. Donc, il y a de l'argent au Québec. Comment ça a commencé, Denis? Qu'est-ce que... Là, tu pars d'Alma, là, puis comment tu pars d'Alma puis que tu te retrouves avec une boutique de haute couture à Montréal? Puis une expo au Musée des Beaux-Arts. C'est facile, tu travailles fort. Ben, tu passes par le Collège La Salle, quand même. Oui, tu fais une formation. Mais moi, j'avais déjà fait ma formation au Collège d'Alma en art plastique. OK. Et puis, j'avais pas envie de faire tout le côté design. J'avais juste envie, je suis allé au Collège de la Salle pour apprendre la technique, la technicité, pour être indépendant. C'est pour faire mes trucs moi-même. Parce que je trouve qu'un créateur, il doit réaliser ses choses lui-même. Ben il doit toucher à la matière. Tu sais, moi, je comprends. Tu sais, on n'est plus à l'époque où Saint-Laurent, il faisait quelques petits croquis, puis tu avais toutes les premières d'ateliers, etc., où tu avais, tu sais, vraiment, où chacun faisait, tu leur donnais une silhouette, puis chacun faisait sa silhouette, puis faisait 3 toiles, là, tu sais. Non, là, ça, c'était la bonne époque. Ça n'existe plus, ces choses-là. Moi, je fais tout je fais tout moi-même. Tu fais tes propres patrons. Donc, tu dessines Moi, je fais toute ma coupe, tout ce qui est chez Simons, que je vends depuis 6 ans chez Simons. Tout ce qui est chez Simons, c'est moi qui l'ai coupé. Incroyable, ça, je ne savais pas. Ouais, c'est moi qui fais la coupe. Donc, t'es vraiment la main à la pâte à tous les niveaux. C'est des petites équipes, puis j'ai pas de volume. Moi, je fais pas de volume. C'est tout. Je fais tout parce que je l'ai choisi aussi, tu sais. J'ai pas trop d'investissement, tu sais, j'ai pas, tu sais, moi, la pandémie, je peux plus le vivre parce que je crois que comme mes frais sont pas si élevés, je peux m'en sortir peut-être plus facilement que quelqu'un qui a plusieurs baux. Tu sais, puis plusieurs employés. Écoute, les payrolls, j'imagine, quand tu as 40 employés. Ça doit être l'enfer. Tu sais, ça doit être dur. C'est dur pour les entrepreneurs, des grosses entreprises comme ça, là, tu sais. Faut se mettre à leur place, là, ceux qui ont pris beaucoup d'expansion rapidement, tu sais. Et là, en ce moment, la grappe mode défend bien l'univers de la mode ici. Bon, entre parenthèses, la mode ici, il n'y a pas de Pourquoi tu dis entre guillemets? Parce que, entre parenthèses. Il n'y a pas grand mode ici, nécessairement. Là, je veux dire, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas un vrai milieu de la mode. Non. Mais mettons que c'est une grosse compagnie là, qui vend des vêtements, qui te prendrait comme salarié. Ouais. Tu dessinerais pour eux autres. À un moment donné, t'es-tu tanné en disant, regarde, j'ai le goût de ta salaire. That's it. Ouais, mais ils n'ont pas besoin de moi. Puis, de toute façon, les compagnies ici, les seules compagnies qui ont, ils font faire tout en Chine. Les compagnies comme Dynamite ici, qui sont québécoises, ou comme Aldo, etc. OK, ils ont réussi, mais ils ont tout fait faire en Chine, les autres. Tout ce qu'ils faisaient, c'est la Chine qui les a sauvés. Donc, tu n'accepterais pas de faire ce compromis-là? Les autres, ils font de la copie. Oui. Tu comprends? Partir une marque avec une idée, avec un concept, c'est beaucoup d'argent.
Il faut que tu la vendes, ton idée, tu comprends? Tu vends un univers, tu vends un esprit. Mais vous êtes, ça, la mode. vous êtes deux travailleurs autonomes. Toi, Denis Bouchard, faut le dire, hein, parce qu'on est à la radio. Ton CV, c'est comme étourdissant, là. C'est étourdissant, là. Ça ressemble fait à des pages l'organigramme. et des pages Ça de ressemble à metteur en l'organigramme du ministère de la Santé. Moi, j'ai eu plusieurs vies. Ben, j'approuve. Mais Oui, tu as eu plusieurs vies. Parce que, et comme comédien, et comme metteur en scène, puis même comme metteur en scène de plein d'affaires différentes, puis comme auteur, puis tout ça, c'est vraiment... t'es comme un chat, t'as comme 9 vies, finalement. Ouais, ben, en tout cas, disons que j'ai bien des cordes à mon arc. Là, tu sais, je peux faire bien des affaires différentes. Tu sais. tout le temps, comme tous les 4 ronds du poing sont allumés, là. Plus maintenant, mais ça a été ça pendant 30 ans de ma vie, oui, facile. Tu sais. Parce que t'aimais ça ou parce que t'avais pas le choix? Parce que j'aimais ça. Oui. Parce que j'aimais ça. C'est parce que tu avais peur, la peur du pigiste, là, que je vais manquer de job. Pas du tout, mais je voulais devenir le meilleur acteur au monde, le meilleur metteur en scène au monde. C'était aussi simple que ça. Ça, tu l'as su très jeune, comme tu avais 20 ans, puis tu voulais être... Non, pas du tout. Pas du tout. Ça s'est fait tranquillement. Ça s'est élaboré, je dirais, tranquillement. C'est drôle parce que récemment, j'ai eu des petits problèmes de santé, puis j'ai rencontré un docteur qui est un ami d'enfance que j'avais quand j'avais 12 ans. Puis il me parle, puis on se rencontre, puis il me dit, te souviens-tu de ce que tu faisais quand on avait 12 ans? Je dis non. Il dit, tu te souviens pas de ça? Je dis non, qu'est-ce qu'on faisait, Pierre? Ben, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, les fins de semaine, il dit, on avait un grand garage double, nous autres, chez nous, puis on mettait des planches sur des 2x4, puis des caisses de bière. Dans le temps, les caisses de bière étaient comme en bois. Puis il dit, on mettait des rideaux, puis tu faisais des spectacles. Tu t'en souvenais plus? Souvenais pas? Non, je me souvenais pas de ça. J'ai dit, t'es pas sérieux? Il dit, oui, tu faisais des spectacles. Il dit, on chargeait 5 ou 10 sous, puis toutes les filles, puis tous les gens du Croissant à Duvernay venaient voir nos shows les fins de semaine. Puis je dis, c'est quel type de spectacle tu faisais? C'était des... T'en rappelles-tu? Oui, ça, oui, parce que là... Une fois que tu t'as rappelé, les souvenirs sont revenus. C'était beaucoup des sketchs. Il y avait beaucoup de pastiches. C'était très inspiré des Cyniques. Oui. Puis il y a des c'était à la manière de. Et j'écrivais des romans aussi. J'écrivais des aventures de Bob Bouchard. Bouchard. Qui était carrément Bob Moran. Ouais. Et les aventures d'Hercule Obix, qui était carrément Astérix. Fait que c'était des pastiches de tout ça. Je faisais ça. Ou plagiat? Les deux. Plus plagiat que pastiche. Puis je faisais ça. J'ai fait ça toute ma vie. Donc, à partir... Quand j'ai été à l'Université de Montréal et tout, j'étais en psychologie, mais j'écrivais des shows. Ouais. J'écrivais des shows pour le département. Tu n'as jamais rien fait d'autre de ta vie, finalement? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Tu as étudié, puis après ça, tu as eu tout le temps de la job là-dedans. Ben, j'ai quitté la psycho aux grandes dames de mes parents, parce que, tu sais, il n'y a pas grand monde dans les familles, autant du côté de ma mère que de mon père qui avait été à l'université. Fait que, qu'il y en ait un qui fasse son bac, c'était comme... C'était énorme. Ben, c'était comme... toute une fierté. Ben, c'était 10-12 générations de travail pour en amener un là. Tu vois le genre. C'était à peu près ça, tu sais. Des porteurs d'eau pis des coureurs des bois qui accouchent d'un gars à l'université. 134, là, pis de là, wow. Tu sais, ça a pris tout ce temps-là. Fait que... Alors, bref, quand j'ai dit que je lâchais tout pour m'en aller en théâtre, parce que je venais d'être admis à l'École nationale de théâtre, alors là, ils comprenaient pas. Mon père m'a pas parlé pendant des années. Jusqu'à temps qu'il me voit à la télévision. Ah ouais? Là, il a fait, ouais. Ouais. Mais non, il comprenait pas. Te souviens-tu, c'est ton premier rôle, la première fois qu'on t'a vu à la télé? Oui. C'était quoi? Écoute, je me souviens plus du titre de l'émission. C'était une émission dans laquelle Gilles Latulippe jouait. Fait que si tu chop suey, si tu Symphorien, je sais pas, tu sais, quelque chose dans le genre. Okay. Et je faisais un livreur de pizza. Je sonnais à la porte, il ouvrait la porte, je recevais une tarte à la crème d'en face. Et c'était ça. Grand-papa. Il y avait une émission qui s'appelait Grand-papa aussi. Ah, peut-être que c'est ça, ouais. Je pense que c'est Grand-papa. Ça, c'était pas avec Janice. Ça a duré une prise, ça a duré 5 minutes. Tu recevais une tarte d'en face. Mais là, ton père a dit, mon fils est arrivé, mon fils a réussi. Exactement. Mon fils a joué avec Gilles Latulippe. Ben, surtout, c'est surtout ça. C'était plus ça. C'était plus le fait que t'étais dans la grande boîte. Ouais, là, j'étais rendu. Est-ce que c'est important pour toi, tous les prix que tu as reçus, les Gémeaux, les artistes et tout ça, est-ce que tu les exhibes sur ta cheminée? Est-ce que tu les frottes régulièrement?
Tu les fais reluire. Ça. Ben, j'imagine, pour garder le brillant. Ben, nous, on en a 3 à la maison. Richard en a 3, là. OK. Je sais pas, tu les fais-tu reluire de temps en temps? Pas en tout. Jamais fait ça. Est-ce que c'est important pour toi? Ben, À la base, est-ce Je suis qu'ils sont très beaux? fier Est-ce qu'ils de sont ça. beaux déjà, les Est-ce qu'ils trophées? sont beaux? Tu vois Ouais. l'esthétique parmi nous, là. oui. Les artistes sont très beaux. Les anciens métro-stars, OK, ouais. artistes, ça, c'est très beau. Les Gémeaux, c'est relativement Ouais. sans âme, je dirais. OK. Ça. Mais les Félix, c'est magnifique, je trouve. Mais je suis fier d'avoir gagné ça. Oui, tu sais, je dis, j'ai travaillé fort pour faire ça. Il a fallu que je travaille fort. Tu sais, quand tu commences, je suis sorti de l'école, moi, j'ai passé une audition à Radio-Canada, puis ils m'ont dit, vous savez, M. Bouchard, des petits blonds aux yeux bleus, il y en a beaucoup. Puis ils m'ont envoyé une belle lettre. C'est très drôle, qui ça. disait, vous devriez sérieusement songer à faire autre chose. Tu sais. Tu me ouais? niaises-tu? Pas du tout. OK, j'espère que tu as pris cette lettre-là et que tu l'as fait encadrer. Oui, mais je l'ai toujours gardée. Et l'ironie, c'est quand même drôle parce que celle qui s'occupait du casting à ce moment-là à Radio-Canada, c'était une madame qui s'appelait Emma Hodgson, qui s'occupait de toutes les auditions. Ouais. Et la rue sur laquelle je reste à North Atlee, c'est la rue Hodgson. Quand même, tu sais, des Hodgson, il n'y en a quand même pas des tonnes. Là. Non. Fait qu'il y a des Pas chances quand même que ce soit un arrière. Ben, j'ai quand même réussi aïeul. dans ma vie à me payer une maison sur ce rue-là. Tu sais. J'adore cette histoire-là. Ouais. C'est drôle, hein? Ouais. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado. Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022. Denis Bouchard, tu as fait plein d'affaires. Bon, tu as eu des réussites, tu as eu des échecs aussi. J'imagine avec une longue carrière comme ça, tu as eu des échecs. Comment tu deals avec l'échec? Ben, Les mauvaises critiques et tout ça, là. mal, comme la majorité des gens, tu sais. Très mal, même. Moi, j'ai fait beaucoup de gros moves dans ma vie suite à des échecs. Comme, donne-moi un exemple. Je sais pas c'est en quelle année, là, des années 90, quelque chose dans le genre. Quand j'ai fait la série René Lévesque. Bon, je suis contente que tu en parles. Tu sais, tu te fais offrir de jouer René Lévesque, ça se refuse pas. Là. Tu sais, tu peux pas dire non à ça. Tu sais. Surtout que, tu sais, je sortais d'émissions comiques puis humoristiques. J'ai souvent été appelé pour faire des choses humoristiques. Mais on te donne un personnage comme ça. Bon, mon Dieu Seigneur. Alors, tu analyses les pour et les contre en te disant, bon, ben, si c'est quelqu'un d'autre que moi qui le fait, là, que ça marche, je vais m'en vouloir toute ma vie d'avoir dit non à ça. C'est ça. T'aimes mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Ben oui, C'est ça. bon. On peut pas dire Exactement. non. On peut pas dire non à ça. C'est un personnage mythologique. On peut pas dire non à ça. Très rapidement, très rapidement, après 2-3 jours de tournage, je réalise, j'aurais dû le réaliser avant, mais je réalise que ça pourra pas être bon. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est beaucoup trop tôt. Les cendres de M. Lévesque sont encore chaudes. C'est basé sur son autobiographie. Attendez que je me rappelle. Corinne Côté-Lévesque est encore vivante et elle garde une mainmise sur à peu près tout ce il faut qu'il soit bête de bouc. Il y a des choses que tu ne peux pas aborder. Tu peux pas. Donc, il n'y a pas de recul. T'as pas de recul. C'est la gardienne du temple. Ouais. T'as pas de recul.
La production est bancale, le réalisateur sait pas ce qu'il fait. Et donc, très, très, très rapidement... T'es laissé à toi-même? Je suis laissé à moi-même. OK? Puis, comme me disait par la suite Monique Mercure, t'aurais dû partir, mais t'as pas le courage de faire ça. Et la troisième chose, c'est que j'étais beaucoup trop jeune pour jouer ça. Tu sais, Tu avais quel âge, Denis? Ben, je sais pas quand est-ce qu'on a fait ça. 95 peut-être, une affaire comme ça. Je l'ai pas, je vais le retrouver. En fait, t'aurais peut-être là la bonne âge pour le faire en ce moment. Ben, en tout cas, je le jouais de l'âge de 16 ans à l'âge de jusqu'à sa mort. M. Lévesque est mort à quoi? Ben oui. 94. Bon, tu vois, alors j'ai 31 ans. Et il y avait plusieurs problèmes, entre autres. Tu sais, tout ce que j'ai... Ouais, tu pourrais énumérer beaucoup. On dit oui, tu sais, mais ceci étant dit, quand... puis, tu sais, il fallait que je fume 3 paquets de cigarettes par jour et des plaines, parce que M. Lévesque fumait des plaines. Burn, attache ta tuque, là. Ouais. Est-ce que tu fumais pour de vrai? Oui. J'avais toutes sortes de cigarettes de différentes grosseurs pour être raccord. Ben oui, d'une scène à l'autre. J'avais toujours une cigarette. Toujours. Dans toutes les scènes, j'avais une cigarette. Mais tu disais tout à l'heure que chaque échec t'a appris quelque chose. Ouais. Donc cet échec-là de René Lévesque, ça t'a appris quoi? Que s'ils sont pas capables de le faire comme du monde, moi le faire, moi. Et là, j'ai délaissé ma carrière d'acteur. J'ai pas rejoué avant. Je vais jouer, mais je vais revenir... juste avec Annie et ses hommes au début des années 2000, mais pendant 10 ans de temps, je vais ne faire que de la mise en scène. OK. Pourquoi? Pour te faire oublier comme acteur? Fuck you very much. Non, pour te dire, parce que moi, je suis un meilleur metteur en scène que toute la gang. Je vais le faire la moi-même. metteur en scène, ça marchait bien? Ça fonctionnait bien aussi? Ouais. OK. Ouais. Ça marchait très fort. Ben, ça devait être tough en maudit. Parce que là, oui, mais c'était un boom. Tu sais, je montais des shows, tous mes shows marchaient, là. Tu sais, tout ce que j'ai fait pendant 25 ans avec Daniel Lemire, tous les galas juste pourris qui vont des chants, tout ce que je touchais, c'était de l'art. Après ça, je me suis allé dans la musique. Éric Lapointe, La Bottine Souriante, Garou en Europe, tout ce que je touchais, ça marchait. Oh, great. I was the flavor of the month. C'est bien fun. Envoie des gros shows, des shows gigantesques. Là. Tu sais, Notre-Dame de Paris à Bercy en version concert, là. Aïe, aïe. Tabarnouche que c'était gros. Là, fait que là, toi, tu dis, tu sais, à un moment donné, t'as dit, moi, j'aimerais être le meilleur, tu sais, je voulais être le meilleur dans tout, le meilleur comédien, le meilleur metteur en scène. Est-ce que tu étais le meilleur pour toi? Non. Non. Mais ça marchait du tonnerre de Dieu, tu dis. Il y avait toujours un petit dis. Christ qui était meilleur que moi quelque part. mais j'étais habité par cette volonté un peu destructrice d'une certaine façon, tu sais, de dire qu'on va aller au bout puis je vais le faire. Mais c'était le petit gars de 12 ans aussi qui montait des pièces de théâtre sur une planche des milieux très, tu sais, un milieu bien petite classe, moyenne, bien ordinaire, tu sais, puis qui a été élevé par des professeurs qui ont dit, regarde, on est un peuple et on est quelque chose comme un grand peuple. OK, on va aller au bout. La phrase de René Lévesque. On va aller au bout. On va aller au bout de ça. Puis on va être connu partout dans le monde entier, tu sais. Puis on va apprendre le russe, puis on va apprendre l'ukrainien, puis on va dealer avec ces gens-là. Puis on va faire tout ce que les Français sont pas capables de faire. Nous, en tant que Nord-Américains, francophones, on va le faire. Puis c'était ça. C'était ça la game. C'était ça Sky was the limit. T'sais. Comme on dit, le plan d'affaires. Oui, puis tu sais, je veux dire... Avec sa mission. La liberté vous dira la même chose à propos du cirque. Tu sais, c'est cette volonté-là. C'est là à propos de la musique. Tu sais, il y avait comme toute une poussée, là. Tu sais, c'était, regarde, checkez bien, là. Attache-toi dessus qu'on débarque. Là, et aujourd'hui, poète. Non, aujourd'hui, je suis... Non, mais je parle de Québec, là. Ça te déçoit-tu que le Québec soit pas devenu indépendant et que le Québec soit pas... C'est clair, parce qu'il y avait quelque chose qui était rassembleur, tu sais. Ça, ce qui me fait le plus de peine, c'est ça, c'est que tout le monde, particulièrement avec le deuxième référendum, tout le monde voulait devenir québécois. C'est ça qui était beau. Ouais. Peu importe que tu viennes du Chili, que tu pouvais être juif, les anglophones, les partis québécois à cette époque-là avaient des ramifications dans toutes les communautés culturelles. C'est vrai. Et ça poussait vers ça. Absolument. Cet échec-là fait en sorte que maintenant, toutes ces communautés-là veulent plus être. Il n'y a plus personne qui veut être québécois. On est rendu des racistes d'extrême droite. Ben ça, je comprends pas. Alors qu'on était un des peuples les plus accueillants au monde. Ça, Denis, là... C'est très... Ça te fait de la peine. Ces temps-ci, on n'entend que ça. Ça me fait de la peine. Parce que de se faire traiter de raciste. Oui, mais c'est pas autant de se faire traiter de raciste que
qu'il n'y a plus personne qui veut s'identifier à nous autres. Alors qu'on a passé à côté. Puis historiquement, ça, si tu passes à côté, ben, tu vas le payer cher. Fait que c'est ça qui se passe. Là, on parle politique. Mais culturellement aussi, c'est ça qui se passe. Il n'y a plus de consensus, il n'y a plus de rencontres. Tu sais. En tout cas, de moins en moins, tout le monde, c'est divisé pour régner. Tout le monde sur leur Tout le monde est dans aussi. son Ouais. dans son Tout le petit monde est monde, devant son tu sais. écran. Ben oui. Montréal fou, est là. le reflet de ça. C'est plus une ville où tout le monde converge, c'est une ville où tous les petits quartiers sont tous... Absolument. Il y a plus Chacun de son d'interaction. Puis ça, Ouais. ça me fait énormément de peine. Ça m'affecte énormément. Ah je oui? me reconnais pas là-dedans. Ben, c'est parce qu'on est de la Tu te génération. reconnais pas Non. dans le Québec d'aujourd'hui. Non, je me reconnais pas là-dedans. On est de la Puis génération c'est correct, des, je suis vieux, puis les jeunes vont en faire quelque chose, tu comprends? Mais puis je peux parfaitement comprendre que l'écologie est plus importante que la langue pour toute une génération. J'ai pas de problème, mais il me semble qu'on est capable de manger deux choses en même temps. Mais oui. Tu sais, on peut. On peut s'occuper de la terre et s'occuper de la langue. Oui. Tu sais, l'un va pas à l'encontre avec l'autre. Puis c'est pas vrai que c'est. Mais les contestations de la loi 21 qui vont mener aux contestations contre la langue bientôt parce que ça va être considéré comme étant discriminatoire, pour ne pas dire raciste, d'empêcher quelqu'un de parler sa langue. Absolument. Surtout si c'est une minorité. Tu sais, on s'en sort plus, là. Non, on s'en sort plus, puis le nombre va baisser, puis l'histoire, c'est la démographie. Tout le temps. Tout le temps. Et comme on va être de moins en moins nombreux, ben c'est pas... Alors, donc ça me fait énormément de peine. Mais je te au-delà vois, de là, ça, on est à la radio, je veux le dire aux gens qui nous écoutent, t'es ouais. ému, là. Ah, il y a quelque chose qui a été raté par ma génération là-dedans, puis j'en fais amende honorable, mais bon, j'étais pas tout seul. Bref, fait que c'est correct, je vais vivre avec ça, mais Ça reste une blessure. Ça reste une énorme blessure, tu sais. Ouais, mais t'es pas le seul. Non, C'est bon, ça pas- peut Toi pas, aussi, puis- Denis? Ah, Mais moi, je ça veux me pas touche tomber, beaucoup, ce devenir qu'il un dit, vieux tu sais. nostalgique Vraiment. boomer, là, tu sais, pas du tout. Non, mais Mais on a il y le a droit quelque d'avoir chose- c'est un rêve qui s'est brisé. Oui, c'est un rêve qui s'est Et brisé. toi aussi, Denis, tu ressens la même affaire? Ah, moi, j'abonde dans tout son sens. Je suis tout à fait d'accord à 100% ce qu'il dit. Vraiment. Parce que moi, je viens du Lac-Saint-Jean pour commencer très nationaliste. Et ça m'a fait de la peine. J'étais triste à chaque fois. Peiné, des grosses peines. Vraiment, là. Quand les gens t'arrêtent dans la rue là, en 2020, ils Ouais. te parlent de Lulu, Ouais. ils te parlent de Annie et ses hommes. Non, Lulu. Lulu tout le Lulu. temps, hein? Moi, les gars. Les femmes me parlent de Annie et ses hommes. Mais les gars, C'est Lulu. ouais, pis c'est Qu'est-ce drôle. qu'il y avait dans ce personnage-là qui a tant marqué C'est un les beautiful gens? loser. C'est un beautiful. Écoute, les gens qui m'en parlent étaient même pas nés quand je le faisais. C'est fou, là. Ah, ouais. Ah oui, c'est des gens de 20, 25 ans qui me parlent de Lulu. Ah, ouais. Oui. Eux autres, ils ont tout vu. J'ai tout écouté ça. Je veux dire, Ben j'ai fait ça voyons dans les années 80, là. C'est con. Il était même pas né. Puis, ça a traversé le temps, ça. C'est un perdant dans un univers de gagnant. Ouais. Tu sais, le hockey, c'est Ben s'il y a bien un endroit où les Québécois ou les Canadiens français ont excellé partout dans le monde, c'est bien au Ouais. hockey. Moi, c'est la seule C'est- chose que j'écoute pas parce que, étant gay, là, moi, le hockey, c'est la dernière chose qui m'intéresse. Fait que je connais pas du tout Ouais. ce qu'il fait. Son personnage, je connais rien. Mais ça a Ben, l'air... c'était un journaliste Mhm. qui était dans une émission. Alors, tous les rôles principaux, c'est des joueurs de hockey qui gagnent la coupe, qui couchent avec toutes les filles, OK. qui vont, etc. Ouais. Et t'as à travers ça un journaliste Ah, qui t'étais connaît... journaliste. Moi, j'étais Oui. journaliste sportif et qui connaît mais toutes les statistiques par cœur. Tu OK. demandes en quelle année Maurice Richard a compté de tel but. C'était un 9 septembre à 10h15, blablabla. Il connaît toutes les stats, mais il s'est pas patiné. Et c'est ça la beauté du personnage. C'est que c'est un perdant, tout croche, qui a pas de succès avec les femmes. Lui, il est tout le contraire des joueurs de hockey. Il couche pas avec personne. Et puis, il travaille pour un salaire de minable. Il se fait traiter comme de la merde. OK. Il mange des sandwichs toujours froids dans quelque part parce que les autres, Mais pendant que t'avais les l'air autres... bon parce que juste la façon dont tu le décris, c'est Ouais. captivant, t'as envie de l'écouter. C'est hein? sympathique. Ouais. Et il fait du bien dans la série parce que tu peux pas juste voir des gars qui sont beaux, qui sont forts, tout ça. Ça te prend le petit gars qui s'enfarge. OK. Est-ce que c'est possible que dans Lancer compte, les hommes québécois regardaient aller les joueurs de hockey et se disaient, ça, c'est la personne que j'aimerais être, puis Lulu, c'est la personne que je suis. Il devait avoir de ça. Il devait avoir de ça.
C'est pour ça qu'il t'aimait, parce qu'il se disait, ben, c'est un gars comme nous. Là. Oui, c'est un gars. Se reconnaissait dans Lulu. Lui, il connaît ça. Il connaît le hockey, mais il n'a jamais joué. Puis ton commerce s'est passé comment, toi? Ben, moi, en fait, on était... moi, j'avais la chance au Lac-Saint-Jean, on avait un bar que des amis à moi, qui étaient tous des professeurs à l'école qui avaient pris une année sabbatique, qui avaient ouvert un bar qui s'appelait le Baromètre. C'était un bar gay. Oh, un au bar? Lac-Saint-Jean. Au Maître? Baromètre. Au Lac-Saint-Jean. Ah, oui. À Alma. Ouais. Alma? À Alma. Ouais, là, les 5 de Chicoutimi descendaient. Mais... mais moi, à 17 ans, j'allais souvent à Chicoutimi parce qu'on allait à l'Homogène, qui était le seul bar gay de la région. L'Homogène. Ça s'appelait l'Homogène. Homogène. Et le bar, moi j'avais 17 ans, ça fait déjà 41 ans de ça, et je me souviens très bien. Le bar, en fait, t'avais tout le monde. T'avais les lesbiennes, t'avais les garde-robes, t'avais les pères qui se cachaient, t'avais les vrais gays, t'avais les folles, t'avais les trans, t'avais tout le monde ensemble. T'avais tous les LGBTQ, 2+, étoile. Tout était là, ensemble. Alors, c'était le fun. Donc, mais ton coming out, donc toi, t'allais au bar, mais quand est-ce que tu l'as dit à tes parents? Tous nos amis, on se l'est dit ensemble, à 17-18 ans. Je me trouve très privilégié, parce que moi, je te parle de 41 ans déjà, je me trouve très privilégié de l'avoir fait. Au Lac-Saint-Jean, tu sais, dans un petit bled, tu sais, puis bon, la famille, moi, tu sais. Bon, et je suis parti, j'allais avoir 20 ans. Je l'ai pas dit tout de suite. Puis là, quand je suis revenu, je l'ai dit à maman. Mais il restait juste ma mère à le dire. De toute façon, tu sais, j'étais juste. Mon père était déjà malade. Il était un peu. Tu sais, il avait perdu un peu parce qu'il avait fait un AVC, etc. Puis ça l'avait. Tu sais, il appelait ma mère maman à l'époque. Tu comprends? Tellement qu'il était avancé. Tu comprends? Il était pas tout conscient. Tu sais. Et quand tu l'as dit à ta mère, est-ce qu'elle a été surprise ou ça a été, je le savais déjà? Elle n'a pas vraiment parlé, parce que ma mère, elle m'a eu, elle avait 38 ans déjà, c'était déjà vieux, là, tu sais, tu comprends? Ça fait que, et mon père avait 48 ans quand je suis né. Tu comprends? J'avais des parents vieux, qui n'est pas agréable. Une grosse famille? Ou non, j'ai un frère et une sœur. OK. Ouais. Mais tout ça, non, j'étais très content. J'étais arrivé à Montréal. Moi, ma mère m'a déposé ici au coin Sainte-Catherine et Saint-Laurent. C'était le bonheur parfait le 21 juillet. J'étais super heureux. Ouais. Et là, j'ai monté toute la rue à 20 ans. Et là, j'ai vu des hommes qui se faisaient des ongles. Ouais. À l'époque, parce que moi, j'étais arrivé en plein les années 80. Je suis arrivé en 80, en 1980. Et c'était une récession ici. Il n'y avait pas de job. On trouvait même pas de job de boss boy, tu sais, dans les bars. Mais quand tu as découvert le quartier gay de Montréal, ça fait être capoté. Il n'y avait pas de quartier gay à l'époque. Non. Pas les années 80. Non. Moi, j'allais au Nine Night, j'allais au camouflage, toutes les bars étaient dans l'Ouest. Oui. C'est vrai, c'était Guy, La Montagne. Oui, c'est ça. C'était Pierre, Stanley, Sainte-Catherine, dans l'Est, à cette époque-là, c'était un quartier portugais. Il y avait beaucoup de Portugais. Oui, beaucoup de Portugais qui restaient là. Ouais. Curieusement. T'as une bonne mémoire. Assez rapidement, chouam! C'est devenu les quartiers gays, mais rapidement, là, Denis, ça a pas pris 50 ans, là. Mais je pense qu'il voulait faire un ménage aussi. Je pense qu'il voulait, parce que moi, je me souviens, il y a quelques années, à un moment donné, j'étais avec mon copain, on s'en allait dans l'Ouest, on était dans l'Ouest. Elle retourne dans l'Est. Quand je me suis fait dire ça à la rue, je suis comme, wow. OK. J'ai des amis gays qui disent que c'est difficile de vieillir chez les gays, plus difficile parce qu'ils sont plus fascinés par la jeunesse. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou quoi? Les apparences. Plus jeunes, les apparences, non, etc. Parce que moi, je me suis créé un personnage, alors je suis correct, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire, tu t'es créé un personnage? Ben, je suis moi, tu sais, je suis dans mon esprit, tu sais, j'ai les cheveux différents, j'ai porté des lunettes, tu sais, j'ai ma personnalité, tu comprends? J'appartiens pas à d'autres, puis j'ai pas à prouver quoi que ce soit, je suis pas un macho, je suis pas un hétéro, je suis pas vraiment un fif non plus, tu sais, je me sens artiste, je me sens moi-même, je me sens moi-même. Toi, tu t'es brandé, il a fallu que tu te brandes. Ouais, puis je me sens pas du tout mal de vieillir. Au contraire, vous savez où ce que je fais mes formations en ce moment? Quoi? Je fais une formation de maquillage de drague. Je trouve ça trop génial.
De maquillage, de drague. Les yeux qui font les dragues, là. C'est super. Alors, là, j'ai tout, là. Je me suis équipé de maquillage. Je fais une formation. En ce moment, et là, on se met les faux cils. On essaie. Parce que, regarde, j'ai toutes les arcades sourcilières rasées. Alors, pour faire des grands yeux, pour tout faire une histoire, tu comprends? Non, mais pour toi, te maquiller toi-même ou maquiller quelqu'un d'autre? Éventuellement, quand je vais sortir, je vais créer un personnage comme ça. Ouais. Donc, on va te recevoir le prochain Devine qui vient souper. Ben, ça pourrait être juste le visage, parce que je trouve que le visage d'une drague, c'est comme clowness. Il y a une espèce de masque que tu te mets, tu comprends? Ouais. Et ça, je trouve ça beau. Et là, je suis dans ma 3e formation. Mais est-ce que tu assumerais de te lever le matin et de te maquiller en drague et de te promener? Non. Je le fais pour m'amuser, je le fais pour que ce soit événementiel, je le fais pour créer justement un happening dans un événement, tu comprends, pour créer une histoire, pour créer de quelque chose d'amusant, tu comprends? Genre, moi, on se voyait souvent dans les balles. Moi, j'irais bien dans un bal, les grands balles qu'il y a ici, là, tu sais, en drague. Je trouve ça génial. Je trouve ça très beau. Donc, je pense que ça répond à ta question. As-tu peur de vieillir, Denis? Je pense que Denis a répondu à la question. Raconte l'histoire de tes lunettes, pour ceux qui l'ont pas entendu. Parce que, regarde, là, Richard est fasciné par tes lunettes. Non, mais ce qui est important là-dedans, c'est quand tu es artiste, entre autres, puis surtout dans le milieu de la mode. Une signature. Tu as trouvé ta signature. Et je le dis, je suis en train de lire la biographie de Warhol. Ouais. Il était adorable. Comment il est devenu Warhol, tu sais, la première fois qu'il s'est mis une perruque. Ouais. Et qu'il a dit, voici, ça va être ça ma marque, ça va être ça. Donc, tu sais, on essaie tous d'avoir un look distinctif, tout ça. Toi, tu l'as trouvé, tes lunettes. Mais quand tu as mis tes lunettes, là, c'est-tu comme, ta-da-da! Là, tu vis dans ta tête, c'est ça. Ta-da-da! C'est ça. Mais tout à fait. Tout à fait ça. Ah oui? Ben, mais c'est vraiment ça ce qu'il dit, mais c'est vraiment ça. J'ai mis ces lunettes-là, puis ça comme, bing! Wow! C'est ça! Incroyable. Wow. Et ça fait combien d'années? Ça fait déjà 17 ans que je les ai et là, ça fait 2 fois qu'on les refait. Parce que. Écoute, tu viens de les enlever? Écoute, des et je te reconnais plus? Des bisacailles, les a cassés. Tu sais, c'est vraiment, il y en a eu plein d'affaires comme ça. Ils ont été cassés. Hey, c'est la première fois que je te vois sans lunettes, puis je te reconnais pas. Je te reconnais pas. C'est vrai? C'est comme les gars de Daft Punk, s'ils enlèvent leur masque, leur casque, on les reconnaît plus. Mais c'est vrai que ces lunettes-là te vont admirablement bien. Ah, absolument. Je trouve que, tu sais, et ils ont pour moi, ils ont une âme. Une âme, c'est ça, ils ont une émotion. Ça se peut-tu que ce soit comme une carapace? C'est une carapace, oui. Un tank. Mais quand ça te va bien, puis que moi, je trouve, moi, je les adore, tu sais, puis je les mets pas pour les autres, je les mets pour moi aussi, parce que moi, je m'aime bien dans ces lunettes-là, tu sais. Je trouve que ça, je les, tu sais, ils m'habillent et c'est comme si ça fait partie de moi, là, tu sais, tu comprends? Comme après ça, il y a eu les cheveux, parce que moi, je détestais aller me faire couper les cheveux. Je suis un coiffeur, je suis mal à l'aise, comme j'aime pas me faire masser, tu comprends? J'aime pas me faire toucher. Alors, quand on touche à ma tête, je viens complètement hystérique, je sais pas quoi faire. Je viens mal à l'aise, j'ai chaud, là, puis là, je me dis, j'ai demandé de couper les cheveux, je les aime pas, puis là, je pars, puis je suis malheureux, puis j'ai pas voulu lui dire, puis là, comment que ça coûte, là, je viens tout hystérique. Alors, j'ai décidé, on arrête ça. Ça fait combien d'années que t'as pas fait couper tes cheveux? Ça fait 18 ans. Que t'as pas fait couper tes cheveux? Pas fait couper les cheveux du tout. Ça fait 18 ans. Ah, t'es comme un sikh. Non, mais les sikhs, plus un samouraï. Non. Un samouraï. Non, ça, je savais pas. Donc, tes cheveux, parce que là, les gens, évidemment, t'es à la radio. Mais là, donc, t'as comme vraiment, si tu défaisais tes cheveux, ça irait jusqu'où? Jusqu'à tes fesses? Jusqu'ici. Jusque dans le bas du dos? Ouais. Incroyable. J'ai perdu beaucoup. J'avais énormément de cheveux, mais là, bon, c'est pas grave, ça me plaît. Ça me dérange pas, tu sais. Je trouve que, mais en même temps, je me dis, pour ça, j'attraperai un cancer, puis là, je suis obligé de couper mes cheveux, tu sais. Je sais pas, des fois, tu te mets, c'est quoi que je ferais? Je ferais la Andy Warhol, mettre une perruque, tu sais, genre, tu comprends, genre. Mais c'est une signature. Tes lunettes arrivent dans la pièce avant toi. Mais la même chose aussi que, moi, je trouve que, tu sais, moi, j'aime beaucoup les créateurs qui se donnent des signatures comme ça. Je pense à Karl Lagerfeld. Ben oui, j'ai pensé à ça. Mais lui, il portait que des perruques à la fin. Il n'y avait plus de cheveux ici. Là. C'était comme un toupet là, qu'il y avait, là, tu comprends? C'était vraiment... avec ses petits cols. Avec ses petits cols. Vraiment, il s'était tout fondé un personnage, puis il était parfait dans son personnage.
sais, comme Sonia Rykiel avec les cheveux roux. Il y a des gens comme ça. Avec des Jean-Paul grosses Gaultier avec ses rayures et ses mais cheveux blonds. Christiane Charette, qui est toujours bien en noir. Christiane Charette. Ben oui, Elle a tout à trouvé fait. son look. Ouais. Bernard-Henri Lévy, qui a toujours la chemise blanche ouverte. Mais même Mark Zuckerberg, il a exactement le même T-shirt puis les mêmes pantalons, mais comme à 45 000 exemplaires. Fait qu'il se lève le matin puis il dit, quel T-shirt gris je vais porter, mais c'est toujours le même. Ça doit être réconfortant. Mais c'est très bien. Tu prends tout le temps la même affaire. Tu te casses pas la tête. Remarque, avec la pandémie, je peux comprendre ça, moi. Ouais, hein? Quoi, le fait de porter les mêmes vêtements? Porter le même mot en journée longue, là, pendant des mois de temps. Je peux comprendre ça. Très bon pour des créateurs comme nous, justement. Oui, j'en doute pas. Ouais. Mais Denis, qu'est-ce que ça va être la vie si on n'a pas quelque chose d'aussi essentiel que aller dans un musée et passer 1 heure à pogner le fixe devant un tableau puis à se laisser inonder de beauté? Ça va ressembler à quoi nos vies si on peut pas aller s'acheter un billet et le soir passer 2h30 avec des comédiens en chair et en os? Aller au musée, tu vas pouvoir y aller probablement plus rapidement. Le problème, c'est les arts vivants. C'est ça qui va être compliqué. Mais comment peut-on vivre sans ça, sans la danse, sans le ballet, sans l'opéra, sans la musique, sans le théâtre? Difficilement, mais on peut. Moi, j'y arrive, là. Tu sais, moi, je suis un gros consommateur de culture. Énorme. Puis là, je fais d'autres choses. Il y a d'autres. Tu sais, je lis énormément. Il y a des affaires que. Je vais voir des shows du Met. Je vais voir des shows, beaucoup de shows sur Internet. Mm-hmm. Et tu ressens la même excitation? Ben, c'est-à-dire que moi, je suis un gros consommateur de culture, tu sais. Puis en quelque part, je suis obligé d'admettre que la COVID, c'est la première fois en 43 ans que je travaille pas. Et c'est une bénédiction. J'y prends un goût, ça n'a aucun bon sens. Es-tu sérieux? Ouais, j'y prends un goût, là. J'ai découvert un monde que je connaissais pas, à savoir ma terre, à savoir les animaux qui vivent sur cette terre-là, les arbres. J'ai 75 arbres, je me suis quasiment jamais promené sur cette terre-là. Et là, je découvre un monde, je lis là-dessus. On s'est fait un jardin cet été. J'ai jamais pris le temps de vivre depuis 43 ans. Mais c'est incroyable, c'est énorme ce que tu viens de dire. Ouais. Fait que c'est bon le COVID pour toi, finalement. Oui. Bon, aux gens qui font rien. Je trouve que c'est très bien. verre. Attends, Et toi, t'as même pas ouvert ta bouteille non, de vin, non? Ça te tente pas. Bon. Non. Bon, à ta Hey, santé, ça me fait pareil. grandement plaisir de te Moi rencontrer. aussi, Denis, moi aussi. La Merci pour rencontre des deux l'invitation. Denis, où on a Merci parlé beaucoup. beaucoup de l'autre Denis. Richard, Merci. Merci. Chin Chin. Puis on se souhaite une belle année 2021. Oui. Oui, ça va être une belle année. Oui. Pleine de surprises et imprévisibles. Hein? En 19, là, quand on s'est dit bonne année 2020, là, On pensait pas, on hein? pensait pas tout avoir une année sabbatique. Là. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.